Entreprise intrinsèque, qui existe depuis plus de 17 ans aujourd'hui, hein. Elle a été créée en 2003. Une entreprise spécialisée dans les travaux de réfection d'étanchéité. On est basé à Beson, en région parisienne. On a plus d'une vingtaine de collaborateurs et on réalise à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors, on est spécialisé en travaux de réfection d'étanchéité. Alors là, alors là, on est sur un sujet qui nous concerne directement, puisqu'on est Qualibat et RGE. Et donc, le sujet de ce soir, c'est justement la rénovation énergétique. Et je voulais commencer par les 3 conditions à remplir pour justement être une entreprise estampillée RGE. Tout d'abord, il faut posséder une certification professionnelle. Donc, c'est le signe de la qualité, hein. Et donc, certification professionnelle, en l'occurrence, là, c'est la qualification Qualibat, hein, qu'on détient, nous, depuis 2010. Ensuite, la certification RGE, elle est délivrée par un organisme spécifique avec lequel on fait au préalable une formation. Donc, cette formation, à nous, a été faite a été suivie par 2 collaborateurs dans l'entreprise, dont je fais partie, hein. Voilà, il suffit d'avoir au moins un collaborateur qui suit cette formation et à l'issue du stage, on peut prétendre à la certification RGE. Après quoi, il faut savoir que sur les chantiers, cette certification-là, elle est contrôlée. Et donc, le titulaire, ils sont soumis à un contrôle de réalisation par un organisme spécifique. Donc Alors, là, on tourne. Ali, juste parce que bon, ce que j'avais oublié de dire, c'est que bien sûr, tous ceux qui sont là avec nous, il y a quand même beaucoup de monde. Vous Voilà. pouvez bien sûr poser des questions dans le chat et vous avez aussi les questions-réponses avec les petites bulles en bas. Donc, au fur et à mesure, moi, je vois qu'il y a des questions. Donc, Ali, par exemple, on me demande quelle est la zone d'intervention d'Intrasec, parce que tu l'as peut-être dit, mais Alors, il y a quelqu'un qui ne l'a pas entendu. alors, Intrasec intervient partout en région parisienne, c'est-à-dire Paris Intramuros, la Petite Couronne. Alors, quelquefois, on est même amené à se déplacer en province, mais c'est très rare, hein, pour des clients, on va dire, qui nous suivent de la région parisienne. Donc, Paris Intramuros, la Petite Couronne, la Grande Couronne, quelquefois en province, pas trop loin, voilà, hein, jamais dans le sud de la France, par exemple. Mais voilà, autour de la région parisienne. Donc là, j'ai mis justement à quoi ressemble la présentation de la certification Qualibat et RGE. Donc à gauche de l'écran, vous avez la certification Qualibat et à droite, la notification de la RGE, hein, reconnue garant de l'environnement. Dans un deuxième volet, là, si tu pouvais mettre le deuxième volet, donc on dit que le titulaire est soumis à un contrôle de qualité, hein. À cette occasion, il y a un auditeur qui vient vérifier la conformité des ouvrages, voir si les produits utilisés sont certifiés, mais aussi regarde aussi le respect du cahier des charges, mais aussi l'environnement dans lequel on travaille. Et là, dans la prochaine étape, dans le prochain slide, là, on a un exemple d'audit, euh, un plan d'audit de contrôle de la réalisation RGE qui a été faite par un auditeur. Et donc, on remplit un certain nombre de cases. Tous les ouvrages sont passés en revue et on doit cocher toutes les étapes d'exécution des travaux. Ça va de la dépose de l'étanchéité jusqu'à la réfection de l'isolation et la marque des produits. Alors, Ali, ce contrôle, il a pas lieu sur chaque chantier. Alors, il n'a pas lieu sur chaque chantier. On va dire que l'auditeur RGE intervient, on va dire, se met en contact avec nous, hein, se met en relation avec nous, et il nous demande de lui présenter au moins 3 opérations. Et donc, de ces 3 opérations, il en choisit une au hasard et une date précise, un rendez-vous précis. Il nous demande justement la visite de ce chantier, même s'il est terminé, de lui présenter tout le cahier des charges, les devis,
ce qu'on a mis en œuvre, les fiches techniques. Il vérifie sur place la bonne mise en œuvre comment dire, de tous les produits d'étanchéité et notamment là, ce qui est en l'occurrence l'isolation thermique. D'accord. Et suite à ça, il y a un rapport qui est, on va dire, assez précis. Hein. Alors, ça en tout petit, mais là, il est dit, par exemple, dans ce rapport, dans ce préambule, il est dit que l'entreprise a bien exécuté les travaux dans telles conditions, etc. Et puis, il y a même un petit mot hein, pour l'entreprise en disant que les travaux ont été exécutés conformément aux préconisations de la qualification RGE. Voilà. Et donc, à la suite de ça, sur le prochain slide, il nous est délivré un avis favorable, justement, pour pouvoir continuer à prétendre pour pouvoir continuer à avoir cette qualification RGE, qu'il faut le savoir, peut être retirée à n'importe quel moment en fonction comment dire, des obligations qu'on n'aurait pas remplies. Hein. Il suffit d'une visite et il suffit d'avoir un chantier sur lequel, alors qu'on a dit qu'on utilisait des produits certifiés, et il s'avère que l'auditeur voit, on va dire, le contraire, et l'avis est défavorable, et on nous retire la certification RGE. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très, très contrôlé. Et là, les entreprises se doivent d'être, on va dire, recommandables et sérieuses. Je veux dire, parce que c'est aussi, je vous expliquerai par la suite. Alors, Voilà. Ali, donc tu vois, quand tu parles, ça évoque des questions comme ça. Donc, on a Elisa Blanc qui nous pose une question et qui nous demande, est-ce qu'on peut vous retrouver dans l'annuaire des professionnels RGE FAIR, qui est l'annuaire qui normalement doit regrouper tous les professionnels RGE. Tout à fait. Donc, on peut nous retrouver dans l'annuaire FAIR, on peut nous retrouver aussi dans l'annuaire ADEME. Donc, je veux dire, ces deux organismes, on va dire, consignent toutes les entreprises RGE. Et justement, la vérification, elle se fait par là. Donc, moi, j'invite vraiment, comment dire, les particuliers ou les copropriétaires à vérifier par ce biais-là si l'entreprise a toujours sa certification RGE. C'est de cette façon-là qu'on peut vérifier. Autre question, combien de contrôles sont réalisés sur 3 ans? Nous, on a eu un seul contrôle sur 3 ans. D'accord, un seul contrôle. Voilà. Donc, mais là, d'après les nouvelles directives de Calibat et RGE, les contrôles vont se multiplier. Il faut savoir que voilà, là, ils vont devenir de plus en plus stricts par rapport à cette qualification-là qu'on ne donne pas, on va dire, de façon facile, quoi. Ça reste quand même quelque chose qui reste facilement, de plus en plus, il y aura des contrôles. Je pensais à quelque chose là, parce que je vois qu'il y a Frédéric là, qui s'ennuie un petit peu. Frédéric, est-ce que toi, tu as quelque chose peut-être à rajouter par rapport à cette histoire de certification RGE, ou est-ce que tu as posé des questions par rapport à ça? Non, je ne suis jamais interrogé sur ce genre de problématique. Les questions sur lesquelles on nous pose, c'est effectivement, est-ce qu'on a des obligations en matière énergétique? Ce à quoi on répond, oui, selon la configuration de votre immeuble, vous êtes astreint à un DPE, un diagnostic énergétique, ou alors un audit énergétique, et on explique les différences selon le cas, à savoir qu'un audit énergétique est obligatoire dans les immeubles de plus de 50 lots et dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001. Donc là, on est dans le cadre d'un audit énergétique. Donc là, dans ce cas de figure, avec un cahier des charges beaucoup plus approfondi que par rapport à un simple DPE. Voilà, donc voilà sur quoi on est interrogé. Les sempiternelles questions aussi, c'est à quelle majorité tout ça doit être voté. Donc, on rappelle les dispositions de l'article 25F de la loi du 10 juillet 65. Donc, c'est la majorité absolue avec possibilité de passerelle, de passer à la majorité de l'article 24. On rappelle également que depuis le 1er janvier 2017, il y a un plan pluriannuel de travaux qui doit être voté.
Voilà, donc c'est un peu les questions sur lesquelles on est interrogé. Et on rappelle aussi, mais là je m'efface un peu parce que l'aspect juridique, à la limite, les gens pourront m'interroger via la ligne téléphonique, parce que je pense que ce soir, surtout, les gens sont en recherche d'informations techniques, donc évidemment, ce n'est pas moi qui vais la dispenser. Simplement, c'est vrai que l'objectif poursuivi, alors là, je parle pour les logements, c'est les fameux 330 kWh par mètre carré et par an. C'est l'objectif qui est recherché par le législateur, d'où les intervenants ce soir vont être évidemment mis à contribution. Et on est pour les parties privatives. En tout cas, s'il y a des questions juridiques, eh ben, vous pouvez quand même les poser ce soir. Hein. Ce n'est pas exclu. Oui, voilà, parce qu'il y a quand même Frédéric qui est là et qui peut ajouter des petites Non, mais il n'y a choses. pas de souci. Mais comme il y a beaucoup d'intervenants et que le Oui, format bien est sûr. assez court, tout compte fait, donc je préfère Bien laisser. sûr, mais c'est important que tu sois là et si tu peux aider ou faciliter aussi la compréhension de nos participants, ça sera avec grand plaisir. Il y a déjà une question, tu vois. Bon, après, allez, reste au chaud, hein, je te reprends tout de suite. Juste Oui, pas de là, problème. voilà, comme ça, tu reprends un peu ta respiration. Toujours pour, voilà, on nous demande pour un immeuble de 17 logements, voilà, tu le 70, lis. oui. Voilà, pour de 1970, faut-il un audit énergétique? Eh bien, à ce moment-là, la personne qui pose la question, toujours, je dis, il n'est pas nécessaire d'aller dépenser son argent pour acheter un code Vitech ou un code Dalloz. Légifrance fournit la même information et c'est gratuit. Article L134-4-1 du Code de la construction et de l'habitation, alinéa 2, lequel dit les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage et de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, c'est ce que j'indiquais, sont exemptés de l'alinéa précédent. L'alinéa précédent, c'est le DPE. Donc, pour ces immeubles-là, c'est effectivement un audit énergétique qui doit être établi. Mais c'est cumulatif. Là, dans la question qui nous est posée, on est certes en 1970, donc évidemment très antérieur au permis de construire déposé avant le 1er juin 2001, mais on est dans des immeubles uniquement de 17 lots. Donc, on est dans le DPE. Voilà, donc c'est une précision qu'il fallait donner. Hein. Ali, tu vas pouvoir reprendre le fil de ta présentation. Donc, tu nous proposes un exemple de réalisation d'ouvrage d'isolation thermique. Voilà, alors c'est vraiment un petit schéma hein, sur ce petit slide. C'est, je veux dire, voilà en quoi ça consiste, nous, pour ce qui est de notre spécialité, hein, qui sont les travaux d'étanchéité en toiture terrasse. Voilà l'ouvrage, on va dire, type, pour pouvoir bénéficier d'avantages dus à l'appel d'un professionnel RGE pour la réalisation des travaux. Donc là, vous voyez bien l'isolation thermique, c'est ce qui est en jaune là sur l'écran. Et il faut que cette isolation thermique réponde à des exigences, on va dire, thermiques qui sont de 4,50 m² par kilowattheure au minimum, donc une épaisseur d'isolant de 10 cm. Voilà. Alors, c'est tout ça qu'on contrôle. Donc, voilà. Donc, à quoi sert la certification RGE hein, je vous l'ai dit dans ces quelques lignes. Mais bon, ça sert, en dehors des avantages financiers, ça sert justement, c'est aussi un gage de qualité pour chacun des acteurs. Donc ça, vous avez compris, hein, la certification RGE, gage de qualité pour les copropriétaires qui valorise le travail aussi des équipes de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il a mis après? Quels sont les avantages à faire appel à un professionnel qualifié? Inciter à réaliser des travaux afin d'améliorer la qualité énergétique et environnementale de leur logement, permettre à leurs bénéficiaires de payer moins cher grâce aux aides financières. Donc voilà les avantages. Les avantages premiers, hein, c'est un avantage direct. Hein, c'est une TVA qui passe de 10% à 5,5%. Ensuite, c'est un dispositif pour un crédit d'impôt avec MaPrimeRénov', hein, le versement de la prime qui est possible dans le cas de la fourniture de la pose d'un isolant, de ce que j'expliquais, qui doit au moins faire 4,5 m² par kilowattheure. Ensuite, on a le prêt éco-PTZ hein, qui permet d'obtenir un prêt à taux zéro. Bon, le montant maximum de prêt
10 000 euros, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros sous certaines conditions. Mais bon, l'octroi de ce prêt, il n'est pas assuré par toutes les banques. Donc là aussi, il faut bien se renseigner. Exactement. Et ça, je pense que Raphaël, qui va nous parler beaucoup de financement, il va revenir aussi là-dessus. On a une question pour toi, vraiment, Ali, d'Isabelle Quentin, Bromer, qui nous dit, mais est-ce que... non, c'est ça que j'ai vu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une différence de coût entre les entreprises certifiées et les non certifiées? Est-ce que ça coûte plus cher une entreprise certifiée, Ali? Très franchement, pour moi, ça rentre. Enfin, et je pense que un professionnel sérieux, ça rentre pas du tout en ligne de compte. Parce que je veux dire, on est là d'abord pour répondre comment dire à une problématique de qualité. Donc être certifié RGE, c'est aussi, c'est ce que je vous disais, c'est un gage de qualité. Donc, moi, la première chose, c'est utiliser des produits, on va dire, premium pour pouvoir satisfaire mon client. En fin de compte, utiliser une entreprise RGE, on a tous les avantages, justement, par la réduction de la TVA. Donc, ça coûte moins cher, puisque la TVA est quand même réduite. On a 4,5 points comment dire, de réduction, en quelque sorte. Et puis, il y a plein d'avantages, on va dire, fiscaux, hein, le crédit d'impôt, la CEE, j'en parlerai, voilà, Voilà, j'ai mis le les ça. certificats Donc en fait, ce qu'on d'énergie. va dire, c'est que en fait, peut-être que bon, voilà, puisque on s'oblige on s'oblige à des contrôles de qualité, on s'oblige à des matériaux premium, donc forcément le surcoût il est peut-être là. Ouais, Mais c'est compensé par les bénéfices qu'on peut avoir quand on a affaire à une entreprise RGE. Donc, du coup, on exactement. va avoir des aides, des subventions et on va pouvoir économiser aussi, réduire le budget de travaux au final. Donc, ce qu'il faut voir, c'est pas tellement ça coûte plus cher, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner, hein, Mais c'est vraiment ça, c'est toujours l'axe qu'il faut prendre, hein, dans ces cas-là. Et surtout travailler de cette façon-là, je veux dire, avec un tel niveau d'exigence, c'est aussi la pérennité de l'ouvrage, hein, pour lequel, voilà, le vrai bénéfice, c'est la pérennité de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on vous fait un ouvrage, bien sûr en garantie décennale, mais il faut savoir que je veux dire, on se donne ce niveau d'exigence-là, voilà, vous avez un ouvrage qui va durer plus de 10 ans, c'est sûr et certain, puisqu'on utilise des produits de qualité. Donc, Voilà, alors donc tu voulais nous parler un petit peu des CE, mais je pense que voilà, donc ça c'est sûr que bon, en ce qui te concerne toi, donc c'est toujours pareil, donc il y a des CE, hein, voilà, dans ta voilà. partie, on peut récupérer des CE, c'est ça que tu veux On nous peut- dire, voilà. Tout à fait, on peut récupérer des CEE grâce à des partenaires, hein, qui travaillent justement pour la transformation justement des kilowattheures qu'on engrange, hein. C'est le terme, on va dire, c'est le terme, le terme qui est Oui, employé, bien sûr. des kilowattheures CUMAC, qui sont transformés sous forme de primes. Et en les transformant sous forme de primes, eh ben, on fait bénéficier comment dire, les copropriétaires, le syndic, on leur en fait bénéficier en partie ou en totalité. Voilà, voilà. Il peut y avoir des frais de gestion, hein. Mais D'accord. c'est aussi un avantage qui est à noter. Alors, moi, je voulais surtout dire, attention, toutes les entreprises ne sont pas RGE, même si et ça revient un petit peu au questionnement qu'on se posait en tout début d'interview. Voilà, il peut y avoir une entreprise qui se présente comme étant une entreprise RGE alors qu'elle ne l'est pas. Mais le problème, c'est que le contrat encourt une nullité pour vice du consentement, c'est-à-dire que le client ne pourra pas prétendre à un avantage fiscal, à un crédit d'impôt. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier comment dire, l'appellation RGE d'une entreprise par les sites internet, hein, qui sont disponibles, hein, fer.gouv.fr ou ADEME. L'ADEME, hein, ça reste quand même la référence pour pouvoir vérifier les entreprises RGE. Voilà, alors là, j'ai mis quelques photos de réalisation, hein, de toiture terrasse.
hein, avec une isolation thermique. Hein. La Ça, réfection c'est des toitures parisiennes, ça, Ali? c'est des toitures parisiennes, ouais, tout à D'accord. fait. Ok. Voilà, Donc, voilà, à c'est bien Paris. beau. C'est bien beau, tout ça. Voilà, en terrasse inaccessible, en terrasse accessible, avec des dispositifs de sécurité tels que les garde-corps, etc. D'accord. Donc là, on voit Voilà, là, voilà, quelqu'un en plein action là, de ton équipe. voilà, hein, Trasec, là, en train de souder un lait d'étanchéité. Et puis là, ben, je vous mets quelques liens, hein, MaPrimeRénov, faire.gouv.fr pour les simulateurs d'aide. Et puis il y a l'ADEME aussi, il y en a plein d'autres. D'accord. Et là, donc, c'est surtout tes coordonnées qui nous intéressent. Ben voilà, un Trasec Intrinsèque. à Alors, Beson. voilà, donc si Voilà. vous êtes, donc là je vois quel est le document qui certifie la désignation RGE pour une entreprise RGE. Le document, ben, tu as une attestation, hein, c'est ça Ben, que j'ai tu une nous as montré tout attestation à que l'heure. j'ai Ben, présentée c'est en quelqu'un, tout ben, début. voilà, c'est quelqu'un qui Voilà, a pas. l'attestation Ben, Calibat et puis l'attestation vous RGE. reverrez parce qu'Ali a pris le temps de justement de nous montrer quel est le document qui certifie l'entreprise RGE. Donc vous le verrez dans la vidéo si vous prenez les choses en cours de route. Donc voilà, donc il y a toutes tes coordonnées, mais on les donnera. Cette présentation, vous l'aurez également. Hein, tous ceux qui sont parmi nous, bah voilà, bien sûr, vous pouvez récupérer cette présentation. Et si vous avez des besoins, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire le point sur le toit terrasse de sa copropriété. Et ben écoutez, c'est le moment. Hein, voilà, vous avez des coordonnées. Alice fera un plaisir et ses équipes de vous répondre et de voir avec vous ce qu'il en est pour votre copropriété. Bonjour à tous. Une présentation très imagée sur la partie importante de la rénovation énergétique, des aimantages et l'échafaudage. Alors, je vais tout de suite à l'essentiel. Je présente la société rapidement. Vous dire que vous présentez la société SPEBI, donc c'est une société qui travaille essentiellement, enfin quasiment que sur l'Île-de-France. C'est une entreprise du bâtiment spécialisée en ravalement isolation thermique et qui existe depuis 55 ans. Bien entendu, comme le disait Ali, la qualification RGE est indispensable. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir les autres qualifications, la RGE qui est indispensable, mais également les qualifications échafaudage, isolation thermique, bardage, ravalement, étanchéité liquide, balcon, pas les terrasses, balcon, mais pas les terrasses. Et également, nous disposons de la qualification amiante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a les qualifications, les certifications ISO 9001, eh bien, par ricochet, on se doit d'avoir des qualifications des amiantages pour protéger les compagnons, mais également les copropriétaires. Voilà. Alors, vous dire que... Alors, tout de suite, là, Eric, pourquoi balcon et pas terrasse? Ah là là, ça y est, ça commence. Première question piège. Eh bien, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers. Déjà, en fait, que ce soit pour l'isolation thermique, le bardage, le ravalement, nous avons des équipes spécialisées. Et la partie terrasse, clairement, c'est un métier complètement différent. Les gens qui font de la terrasse, généralement, ne touchent pas à l'isolation thermique. Et nous n'avons pas la qualification pour ça. C'est vraiment des métiers complètement différents. Ce sont des autres lots. Alors, lorsqu'il y a de l'étanchéité de balcon, à ce moment-là, on travaille en groupement. C'est-à-dire qu'on prend des partenaires. Lorsqu'on nous demande d'intervenir en VRD, par exemple, ce sont des choses qu'on ne sait pas faire également. Et à ce moment-là, nous travaillons avec des partenaires et on répond en groupement. Mais clairement, ce n'est pas notre métier. Voilà. D'accord? En revanche, tout ce qui est partie verticale, nous avons des services indispensables, le désamiantage. Alors, quand on n'a pas la qualification désamiantage, eh bien là, on fait appel à une société de désamiantage, mais on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est très compliqué d'être plusieurs sociétés sur un même support. Le bardage, qui est de plus en plus
qui prend une place de plus en plus importante dans la rénovation énergétique. La métallerie, ferronnerie, parce que en fait, il y a toujours des garde-corps à déplacer, ou voire à changer, que ce soit en fenêtre ou en balcon. Et donc ça, ce sont des services qui font partie de la société SPEBI et que l'on ne co-traite ou ne sous-traite pas. D'accord? Voilà. Sur la partie désamiantage, alors, Isabelle, tu me coupes s'il y a des questions en cours de jeu. D'accord, bien sûr. Donc, important, le DAT, le diagnostic avant travaux, donc qui permet de savoir s'il y a ou pas de l'amiante, il est à remettre à l'entreprise au moment de la consultation. Ça, c'est une obligation du maître d'ouvrage. Sauf si l'immeuble a été construit postérieurement à 97. Mais au moment, parce que, en fin de compte, ça change complètement l'écoute. Si on s'aperçoit après coup que l'immeuble est complètement contaminé par l'amiante, ça engendre des coûts qui n'ont pas été votés, et donc c'est quand même un problème. De toute façon, on ne peut pas démarrer un chantier. Ça, c'est complètement interdit sans avoir de DAT et sans avoir pris les mesures nécessaires. Je vous fais grâce des pénalités. Et donc, aussi important, ça modifie le projet initial. Les responsabilités pour l'entreprise, alors ça, c'est la nôtre. On fait, en clair, nous, on a besoin simplement du DAT, diagnostic amiante avant travaux, et après, on s'occupe de tout. Toute la partie administrative, les relations avec les différents organismes, l'inspection du travail, la prise en charge de toute la sécurité du chantier, les déchets, la gestion des déchets post-chantier, et voilà, la rédaction d'un rapport. Quand vous avez une entreprise qui est qualifiée, vous êtes complètement délesté de tout ça. Alors, le client n'a pas à se soucier. Il sait que son chantier, au final, sera traité en désamiantage. Alors, désamiantage soit en recouvrement, soit en retrait de support amianté. Éric, justement, par rapport à ça, parce que tu parles de l'intervention pour les chantiers, mais Ouais. est-ce que vous pouvez intervenir ponctuellement s'il s'avère qu'il y a besoin de retirer de l'amiante, je ne sais pas moi, par exemple, sur des plaques fibro-cimentées ou des choses comme ça, est-ce qu'en dehors d'un chantier, vous pouvez intervenir ponctuellement? Alors, on peut répondre en lots séparés et on a commencé à le faire parce qu'au fait, au départ, il y a une quinzaine d'années, lorsque nous avons créé ce service, l'idée, c'était d'être au support de la rénovation, des travaux de rénovation énergétique et ravalement classique. Aujourd'hui, on a créé un service justement pour ce type d'opération, parce que de l'amiante, voilà, des tôles fibrociment, il y en a. Donc, on suit nos partenaires. J'ai dernièrement eu le cas dans un local poubelle. Le souhait de la copropriété, c'était de récupérer ce local poubelle, de mettre les poubelles en extérieur pour faire un local vélo. Simplement, la descente de vide ordure était amiantée. Donc, on nous a demandé d'intervenir. Et en fin de compte, la copropriété a récupéré un local vélo en ayant en plus traité l'amiante pour un montant je crois, de mémoire de 6 000 euros. Donc, c'est rien du tout pour une pièce dans Paris, enfin pour un local dans Paris, c'est rien. Et c'est extrêmement valorisant. Donc, oui, on intervient. Il ne faut pas hésiter de nous appeler pour ça. D'accord. Bon, je te laisse continuer parce que tu m'avais dit combien de secondes par slide? Excuse-moi. On a une petite équipe pour ça. Non, mais on va être dans le timing, t'inquiète pas. Alors, rapidement, concernant les percements, donc il y a différentes méthodologies. En intérieur, souvent, lorsqu'on fait de l'isolation thermique, Raphaël Claus le sait, dans les halls, les cages d'escalier, on nous demande, puisque l'entreprise est là, si vous pouvez vous occuper de notre cage d'escalier, il se trouve qu'il y a de l'amiante. Alors souvent, pour les percements, nous utilisons des poches gélifiées. Et pour l'isolation thermique, ce sont des pistoscellements. Vous voyez? Donc avec des compagnons qui ont un équipement de cosmonautes, qui sont formés à ça. Alors je dis cosmonaute, mais c'est un équipement
réglementé pour l'usage. Et là, on est en SS4, c'est-à-dire recouvrement de supports amiantés. D'accord? À préciser quand même que finalement, pour traiter l'amiante, le mieux, le plus efficace, c'est de le recouvrir. On enlève les supports qui sont endommagés, les parties de support endommagées, mais c'est de le recouvrir. C'est ce qui sera au final le moins cher. Et c'est un vrai argument qui doit pousser les copropriétaires à la réflexion. Lorsqu'il y a de l'amiante, eh bien, on fait une pierre de coups, on isole et on traite la partie amiante, qui est quand même, qui à mon sens est un peu trop anxiogène, mais c'est bien qu'elle soit réglée. Et Eric, ça c'est une question tout à fait personnelle. L'amiante, on trouve dans quel type d'immeuble? Parce que est-ce qu'il y en a beaucoup finalement, l'amiante? Vous êtes souvent confronté à ce problème en amont des chantiers? Alors, ce qui se passe, la complexité alors c'est ce pourquoi il faut faire un diagnostic amiante avant travaux. Alors, l'amiante est interdit a été interdit en 97. Donc, depuis 97, il n'y a plus d'immeubles en amiante. Et même les travaux qui sont liés à l'amiante, les travaux qui ont été effectués après ont été effectués sans amiante. On trouve des immeubles qui, initialement, on a trouvé qu'ils n'avaient pas d'amiante, mais qui ont subi des réparations avant 97 avec des ciments amiantés ou avec des cols amiantés. Et donc, on se retrouve à piloter un chantier où il y a de l'amiante, mais que partiellement. Voilà, ça c'est pour répondre à la question. Après, il y a certains supports qu'on appelle fibrociment, mais qui s'appelaient auparavant amiante-ciment. Pour un peu, voilà, je pense au Glasal par exemple, ou les tôles fibrociment. En fait, c'est des tôles remplies d'amiante. Alors, c'est pas dangereux tant qu'elles ne sont pas abîmées, tant qu'elles n'envoient pas de poussière. Voilà. Ok. Et le Glasal, tout ce qui est fibrociment, c'est de l'amiante. Voilà. Les descentes d'eau pluviale en fibrociment, bah ça loupe pas. Hein. Voilà. Donc, quand ça commence à être endommagé, il vaut mieux la déposer. À savoir que quand il y a la rénovation énergétique, systématiquement, on dépose, même si c'est pas amianté, on la retire. On ne la remet pas. Pour le coup, on ne la remettra pas, même si elle est en bon état. Donc, comme je disais, c'est une pierre de coups et après, ça part en déchetterie. Voilà, là, on fait une pierre de coups. OK? Et là, c'est ce qu'on appelle du SS3, retrait de support amianté. Un petit coup d'aspirateur. Et en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que le message que je voudrais pas faire passer sur l'amiante et ce sur quoi nous, on insiste, c'est que c'est pas, voilà, il y a des mesures de sécurité à prendre par les entreprises. Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas dramatiser l'amiante. Ça se gère bien. Il faut avoir une entreprise sérieuse et il n'y a pas lieu d'avoir des prix excessifs réellement. Il y a un impact, mais on voit qu'il y a eu des abus et aujourd'hui, il y a des prix marché et nous, on estime y être et il ne faut pas hésiter de nous consulter pour comparer parce que souvent, les gens qui font que de l'amiante abusent sur la tarification. Nous, on se rend compte, hein, on travaille pas à perte, mais on arrive à être 2-3 fois moins cher que des gens qui font que de l'amiante. Voilà. Nous, le but aussi d'avoir créé ce service, c'est permettre aussi que des gens comme IDF Énergie proposent un projet, que ce projet ne soit pas plombé parce qu'il y a de l'amiante. On accompagne le projet et on fait en sorte de trouver les idées qui vont bien pour que ce ne soit pas trop impactant en termes de budget. J'ai bien aimé ta formule, Eric, hein, que les projets ne soient pas plombés parce qu'il y a de l'amiante. Oui, tout à fait. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, ouais, mais ça peut... parce qu'il pourrait y avoir du plomb aussi.
Raphaël, qui interviendra derrière, il le sait. Il y a des fois des notes qui sont particulièrement salées. Alors, restez avec nous parce que tous ceux qui ont posé des questions sur le financement, c'est Raphaël qui arrive après qui va vous expliquer tout ça. Alors, restez avec nous, hein, ne partez pas. Voilà, non, c'était juste comme ça, hein, Eric. Voilà. Et lorsqu'il y a de l'amiante, vous voyez, là, c'est pour des fixations d'échafaudage. Ça permet d'enchaîner aussi sur l'échafaudage. Quand on fait de la rénovation énergétique, il faut de l'échafaudage. Et pour le coup, il y a une méthodologie particulière pour fixer l'échafaudage parce que ce n'est pas le coup de mettre de la poussière partout. Lorsqu'on a la qualification amiante, eh bien, une entreprise comme Spebi a ses propres échafaudeurs qui ont la qualification, enfin, qui ont la formation amiante. Et pour le coup, le petit embout qu'on voit, il y a un aspirateur. Donc, le compagnon fait un perce pour faire l'ancrage d'échafaudage, mais dans le même temps, la poussière est aspirée. D'accord? Donc, Au passage, l'échafaudage a une double peau. Donc, Eric, tu nous as dit que vous aviez créé un service spécifique, c'est ça, pour l'échafaudage? On a un service échafaudage spécifique, tout à fait. D'accord. Et alors, quel est l'intérêt pour vous? Enfin, je veux dire, plutôt que de louer le matériel. Enfin, bon, est-ce que du coup, c'est moins cher de passer directement, enfin, avec votre service ou comment ça se passe? Alors, c'est moins cher, tout est relatif parce que le matériel, il faut le payer, les échafaudeurs, il faut les payer, la formation, il faut la payer. Quand on loue, on ne paye pas. Par contre, pour le copropriétaire, il va y avoir un gain de temps à échafauder et à d'échafauder. Un gain de temps qui est très important. On peut, au lieu de mettre 2 mois, nous, on va mettre entre 3 semaines et un mois à installer l'échafaudage, à échafauder et 15 jours pour d'échafauder. Donc, les copropriétaires qui ont vu sur l'échafaudage et les travaux, je t'assure qu'au bout de 3-4 mois, ils en ont ras-le-bol. Et donc, on a fait ça pour fluidifier et aussi pour assurer une meilleure coordination entre les différents travaux. Quand il y a l'échafaudeur, quand il y a un bardeur, quand il y a un peintre, quand il y a un des amianteurs, crois-moi qu'il faut une organisation, un rouage. Et là, nous, on ne peut pas travailler avec un loueur. D'accord? Il faut que ça aille plus vite, que ce soit vite fait, bien fait. Très bien. D'accord? Ça me permet d'enchaîner sur l'échafaudage rapidement. L'échafaudage, il y a 2 types d'échafaudage, hein. Il y a l'échafaudage tubulaire, qui est l'échafaudage classique, qui nécessite une double peau parfois. Je dis parfois, ça, c'est pas obligatoire, ça dépend des émanations de poussière. S'il y a de l'amiante, bien entendu, c'est systématique, et des protections aux entrées des halls. Voilà à quoi ressemble un échafaudage. Et vous voyez, on en fait, et quelquefois, on arrive à faire des échafaudages qui sont des vraies œuvres d'art. Et là, il faut une équipe particulièrement performante pour faire. Ceux qu'on reconnu, ce sont les camemberts à Noisy-le-Grand qu'on voit de l'autoroute A4. Donc là, pour échafauder ceci. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce chantier, pour info, qu'on a décidé de créer notre propre service échafaudage. Parce que là, il faut bien s'entendre quand même. Tu as des admiratrices, Eric. Comment? Tu as des admiratrices. Il y a Isabelle Quentin-Bromer qui dit « Magnifique, Eric !» Ah oui. Bon. Voilà. Je n'ai pas participé beaucoup. Ah, c'est vrai que c'est un bel ouvrage. Hein. L'ouvrage initial est exceptionnel, mais après, il faut l'échafauder. Hein. C'est pas évident. Tout à fait. Donc, rapidement, voilà, ça a donné ceci à la fin. Ça, c'est 8 ans après la réalisation. Mais il y a un vrai sujet, quoi. Hein. Quand il faut échafauder, il faut être sûr de ses compagnons. Et là, en plus, c'était avec support amianté, donc les gars se sont amusés. Alors, dans quel cas on met de l'échafaudage tubulaire, tiens, il y a une faute d'ailleurs, tubulaire ou échafaudage sur pied, c'est en fait lorsqu'il y a du relief ou qu'on ne peut pas s'accrocher. Parce qu'il y a un autre type d'échafaudage. Voilà, là, c'est une réalisation avec des arrondis. Donc, comme vous voyez, il est structuré. Et là, on ne peut pas faire autrement que de mettre un échafaudage tubulaire. Il y a un autre type d'échafaudage
Voilà, là c'est pareil. On a des échafaudages, un immeuble structuré avec des balcons qui ressortent. Et là, on ne peut pas faire autrement que mettre un échafaudage tubulaire, ou échafaudage sur pied. Excepté le pignon, là il y a peut-être moyen. En fait, pour euh, gagner en coût sur l'échafaudage, il faut que la surface verticale soit plane et également qu'on puisse s'accrocher sur la partie acrotère. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on vérifie lorsqu'on fait une étude, parce que là, ça vous fait, vous divisez le coût de l'échafaudage par deux, c'est un coût très important, hein, l'échafaudage. On gagne, ça vous divise la note par deux, et donc là, on regarde, est-ce qu'on peut on peut se fixer ou pas à l'étage, et ça donne ceci. Là, vous voyez à droite un échafaudage où on a pu se piquer à l'étage, pardon, sur la terrasse. Et là, après, on peut tout faire. Alors, Ce soit vraiment quand tu dis classique. sur plateau, c'est quoi? C'est les nacelles? C'est ça? Alors, ça, c'est un abus de langage. Un nacelle, c'est un plateau, c'est-à-dire qu'en fait, là, tu as du cordage, une poulie, et un plateau, c'est une partie horizontale. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Bah là, on ne le voit pas, en l'occurrence, sur cette Là, on ne photo. le Ça, voit pas, c'est mais pour tu ça. vois les Ouais. poulies en haut. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Une nacelle, c'est pas ça, hein. Une nacelle, c'est un bras articulé, réellement, hein. Ah, d'accord. C'est un abus de langage. On le dit, mais c'est pas ça. Voilà. Alors là, ça a été fait comme ça, mais je vais te montrer vite, rapidement une photo. Voilà. Ah oui, d'accord. Là, Ouais, c'est un ouais, c'est ça. échafaudage plateau. Ouais. Bah, ouais, Voilà. bah, moi, tu vois, j'appelle ça nacelle, mais bon, rien à C'est voir un abus avec de les langage. Ouais, c'est C'est ça. pas ça, une nacelle. Ouais, d'accord, Une très bien. nacelle, c'est un bras articulé. Ok. J'avais hésité à montrer ce que c'était à montrer une photo. Voilà. Donc ça, c'est une nacelle. Quand on arrive à faire ça, quand on voit sur la photo de droite, on voit bien. Et là, on peut le faire puisqu'on voit que la surface horizontale, la surface verticale est plane. Donc, Dis donc, il est un peu, les compagnons il est vont un pas peu penché, piquer. ton plateau, là, sur ta photo de droite, non? Oui, mais c'est eux qui règlent, en fait. Il part un peu. Non, non, mais c'est eux qui pilotent. D'accord, d'accord. C'est eux qui pilotent, hein. Mhm. C'est pas un gars à l'étage qui leur fait une blague de mauvais goût. Isabelle est très joueuse, hein. Ah oui, j'aime bien. Il faut détendre l'atmosphère, Là, hein, pareil, Mm. pareil. Là, on peut le faire. Donc, quand on peut le faire, on ne se gêne pas. Ça fait faire des économies aux copropriétaires. Ça permet aussi à ce que à faciliter le vote des travaux, hein. À préciser aussi que aussi lorsqu'il y a il y a l'isolation thermique ou du bardage, eh bien, l'échafaudage est un taux de TVA à 5%. Voilà. Donc là, tu as fait de l'isolation par l'extérieur et tu as mis du bois par-dessus, c'est Et ça? là, c'est du bois, du C'est bardage, beau, hein? voilà, exactement. C'est très Bien. beau. Mhm. Donc là, maintenant, il y a de l'esthétisme. C'est absolument magnifique. On peut amener de l'esthétisme également sur du bardage. Ok. Voilà. Ça, c'est une réalisation à Asnières. Je vais vous montrer quelque chose qui a aussi également été réalisé sur un échafaudage plateau. Euh, Vous avez à gauche un pignon de base qui n'est pas isolé, et à droite, une fois isolé, le dessin qui était souhaité par le maître d'ouvrage. En fait, on a créé, vous voyez les deux compagnons en bas, un pochoir pour ajouter juste une note de peinture, et ça nous donne ceci. Ah oui, Ouais, c'est pas mal, hein? ouais. Ouais, Ça amène du cachet. Finalement, c'est assez sympathique. Et bon, puisqu'on est dans les échafaudages, vous voyez qu'on a pu faire une économie sur le pignon en faisant l'échafaudage en plateau, qu'on n'a pas pu faire sur la partie avant parce qu'il y a des balcons. Et les balcons, bah, c'est facile de comprendre on peut pas se fixer et les gars pourraient pas descendre. Voilà. Il y a du relief, on peut pas faire. Mais quand on peut faire,
Voilà, donc si tu regardes un petit peu les questions qui défilent, là, tu verras qu'il y a des commentaires sur ce que tu dis. Alors, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Tu les vois pas. Eh bien, écoute, on te demande de repréciser pour l'accroche sur le toit. Est-ce qu'il faut que ça soit un toit plat Alors oui. Non seulement il faut qu'il y ait un toit plat, il faut qu'on puisse se fixer sur l'acrotère. Donc nous, ça, on le voit rapidement. On n'a pas besoin de. Bon, après, le SPS le validera, mais un responsable échafaudage, il voit tout de suite au moment de l'étude si on peut le faire ou pas. Donc là, pour le syndic, on gagne du temps. Voilà. On n'a pas besoin de faire venir un SPS. Les gars, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Donc, il faut que ce soit plat, évidemment. Oui. Une accroche à l'étage sur l'acrotère. Et puis, encore une fois, que la surface soit plane. D'accord? La surface verticale. Là, c'est une réalisation qu'on a fait, un chantier de 6 millions, support amianté, et on a fait du bardage, vous voyez. Alors, plutôt que déposer, on a recouvert, c'est ce que je disais, avec un bardage, et donc une ossature métallique recouvert en laine de roche, et puis après, un système qui ça nous donne ceci. On a gagné en chaud, en froid. On a réglé la problématique amiante, TVA de 5% et avec des aides. Donc, les copropriétaires sont ravis. Il y avait également l'étanchéité de toiture qui avait été effectuée par une autre entreprise. Et vous voyez, on peut arriver même parce qu'il faut penser le devis, il faut réfléchir à la préparation de travaux, c'est très important. Et là, vous voyez, on a pu faire sur un même pignon de l'échafaudage fixe, parce qu'il y a du relief, et on voit en haut de la photo les accroches, là. l'échafaudage plateau. On a les deux. Ouais. Et tout ça pour faire des économies à la copro. Ça, c'est important. C'est des points, encore une fois, on va du simple au double. C'est un des postes les plus importants. Et alors, je termine. Une autre facette, ce qu'on appelle, si vous avez entendu parler, du BIMA ou alors d'un lift. Qu'est-ce que c'est qu'un lift? C'est le même principe que le plateau. Ça veut dire ascenseur en anglais. Eh bien, c'est ça. C'est ça, je sais. Mais c'est toujours bien de le préciser. Et vous voyez, ces mâts, là, ces BIMA, ces deux mâts, permettent de monter et descendre. Donc, on ne fonctionne pas avec une poulie en haut, on glisse sur des mâts. Alors, quand est-ce que l'on fait ça? On fait ça lorsqu'il y a des poids importants à lever, et notamment sur du bardage qui est relativement lourd. Là, on ne s'amuse pas à être sur une poulie. À partir de 300 kg, on se fixe sur du BIMA. Donc, c'est pour les gens qui font du bardage. Et là, c'est ce qu'on a fait. Alors, je vais vous montrer, ça, c'est incroyable. Jour, nuit. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc là, il y a un travail en ossature derrière qui est très important et incliné pour justement avoir ce relief le matin et le soir à l'entrée de la copropriété. Alors, pour faire des économies, ils n'ont fait ça que devant, parce que c'est un peu cher. C'est quand même relativement cher. Et là, on avait utilisé un lift. D'accord? D'accord. Voilà, alors après, on peut faire des ravalements sur des immeubles extravagants lorsqu'on a une bonne équipe d'échafaudage. Ouais, ça, c'est complètement dingue, mais voilà, je voulais vous le montrer. Et alors, tout le monde Quand me dit, mais même, comment voilà, ça y est, on y vous vient. allez faire pour isoler ma cour? Parce que, en fait, à Paris, Eh ben qu'est-ce qui se oui. passe? On ne peut pas isoler la façade avant, très souvent, parce que c'est classé. C'est classé monument historique. Donc, on ne peut pas. Par contre, on peut isoler les cours intérieures. Et là, par contre, les cours intérieures, pour y accéder, pour passer le matériel, eh bien, on utilise ce que l'on appelle une sapine.
Et donc, vous voyez, alors pareil, avec la protection pour les passants, on utilise une sapine pour accéder à la cour intérieure et pour pouvoir l'isoler. Petite astuce. Voilà, on fait également de la brique. Voilà, Bah écoute, n'hésitez pas à nous contacter. voilà, hein. on va voir s'il y a quelques là, ça y est. Donc je regarde juste rapidement les questions que vous avez posées là-dessus avant de. Alors, la sécurité des chantiers n'est-il pas assurée par le CSPS? Donc, je crois que personne n'a parlé du coordonnateur SPS. Oui, c'est On a validé parlé? par le SPS, oui, bien sûr. D'accord. Toujours. Ah oui, bon, alors il y en a qui veulent Les des adresses protections pour. sécurité. Il y en a qui regrettent que vous soyez uniquement sur la région parisienne et qui ont des besoins en province. Ben oui, peut-être qu'on pourra leur donner des. Alors, Oui. il faut nous consulter, il faut que ce soit un gros projet. Si un gros projet, on intervient. Il ne faut pas hésiter à nous appeler, il faut voir. Il faut que ce soit un vrai projet. Bon, après, c'est des histoires de pourcentage supplémentaire à prévoir en cas de présence d'amiante sur le bâti. Tu n'as pas parlé trop de tarifs. Si, tu en as parlé un petit peu, Eric, aussi. Hein. J'avais parlé, en fait, là où l'amiante est le moins impactant, c'est lorsqu'il y a la rénovation énergétique, encore une fois. Et c'est aussi là où c'est le plus efficace, puisqu'on recouvre toute l'enveloppe du bâtiment. Voilà, donc en gros, on est à peu près bon hein, sur les. Allez, si je dirais, nous, allez, s'il y a de l'amiante, le mode opératoire, allez, entre 5 et 10%, maximum 10%. Ça ne doit pas excéder 10%. Voilà, alors. Ça ne doit pas excéder 10%. Ça ne doit pas excéder 10%. Très bien. Bon, je vais parler des aspects financiers parce qu'il y a des nouveautés là-dessus, mais je ne vais pas me limiter à ça. En un mot, Île-de-France Énergie, on s'occupe de concevoir des rénovations énergétiques, de les réaliser et de les financer. Les réaliser pas en tant qu'entreprise de travaux, comme les entreprises qui viennent de vous être présentées, mais en tant que concepteur, c'est-à-dire l'architecte, si on veut, le maître d'œuvre. Je vous dirai assez rapidement ce qu'on fait là-dessus, mais notre but, c'est de faire une offre tout en un, de rendre plus simple la rénovation énergétique. En gros, il y a plein de motivations à faire des rénovations énergétiques. D'abord, l'entretien de la copropriété. Vous l'avez vu hein, à travers les deux exemples intéressants. La toiture, on va l'isoler en général quand il y a un défaut d'étanchéité qui commence à apparaître. On se dit, la toiture est à refaire, je l'isole et je refais mon étanchéité. Et le ravalement est à refaire, donc je vais l'isoler en même temps que je fais mon nouveau ravalement. Donc très souvent, on va faire de la rénovation énergétique au moment où on fait de l'entretien. Et on en profite, ça a été largement montré par les exemples là plutôt sur le côté ravalement, pour faire de la requalification architecturale. Alors, SPB, elle nous a montré des exemples des fois de requalification très fortes. Parfois, ça peut être un peu plus modeste, c'est-à-dire je profite de mon ravalement et de mon isolation par l'extérieur pour donner une apparence un petit peu plus moderne, un peu plus sympa à mon bâtiment. Tout ça, ça va apporter plus de confort. Alors, on pense souvent beaucoup au confort d'hiver, c'est-à-dire on a un peu froid dans certaines pièces l'hiver, mais de plus en plus, évidemment, on pense au confort d'été, c'est-à-dire on a chaud et parfois très chaud l'été. Donc, on a des motivations d'entretien du bâtiment, de requalification architecturale, de rendre plus beau, de confort, évidemment des motivations d'économie d'énergie, et puis une mise en conformité avec les normes actuelles ou futures. Plusieurs fois, on a dit, ah oui, c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup d'isoler. Je rappelle juste que lorsqu'on refait une toiture, lorsqu'on ravale un immeuble, il est obligatoire d'isoler et que la non-isolation est passible de 45 000 € d'amende pour l'entreprise, pour le maître d'œuvre, pour le maître d'ouvrage. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est strictement interdit de ne pas isoler quand on ravale ou qu'on refait sa toiture. Il y a des cas de dérogation, mais par défaut, on doit isoler. Et puis, il y a de plus en plus d'obligations. À partir du 1er janvier prochain, par exemple, tous les logements dans les classes F ou G devront, dans les annonces immobilières, écrire dessus « Ce logement est dans les classes F ou G, il devra faire l'objet de travaux avant 2028 », avec évidemment, au passage, une perte de valeur, parce que tout acheteur va se dire « Ah mince, si je l'achète, j'ai les travaux obligatoires avant 2028, je ne suis pas prêt à l'acheter au même prix qu'un logement qui ne doit pas obligatoirement faire l'objet de travaux. » Et donc, tous ces avantages de la rénovation énergétique et les différentes obligations associées font qu'on retrouve un impact sur le prix. Alors là, désolé pour la personne et sans doute les autres qui disaient que c'était surtout des remarques pour région parisienne, mais les chiffres que je donne ici sont de toute façon
dans les ordres de grandeur valables ailleurs, les notaires constatent par exemple qu'en Grande Couronne, en Île-de-France, un bâtiment dans les moins bonnes classes énergétiques vaut 15% de moins qu'un logement dans les meilleures classes énergétiques. Donc, ça fait des écarts de valeur importants constatés en moyenne. Donc, ça nous fait à la fois des bonnes raisons environnementales, économiques et de confort de faire des rénovations énergétiques. Sauf que c'est bien sympa de dire qu'il faut en faire. Ça reste compliqué en copropriété parce qu'il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Et vous le savez tous qui êtes copropriétaire, c'est pas simple de se mettre d'accord en copropriété. Une fois qu'on s'est mis d'accord, il faut quand même arriver à coordonner les différents intervenants. Il faut arriver à réunir les financements. Il faut arriver à trouver des acteurs dans lesquels on a confiance. Donc, comme c'est difficile, la région Île-de-France a décidé de créer un acteur, nous, Île-de-France Énergie, qui apporte l'essentiel des solutions, c'est-à-dire qui donne un interlocuteur unique, un ou une chef de projet, qui va conduire avec vous votre projet, qui va vous aider à concevoir le projet qui vous va, et qui va coordonner chez nous 3 experts, un expert architectural, un expert énergétique et un expert financier, pour vous apporter toute la solution en un. Et qui derrière va vous permettre de trouver les entreprises qui vous conviennent. On ne se substitue pas aux entreprises qui vous ont été présentées. Sur les questions de l'architecte et l'ingénieur thermique, c'est des métiers finalement qui existent dans d'autres secteurs que la copropriété. La manière dont on l'adapte à la copropriété, c'est simplement qu'il faut veiller à être un peu plus pédagogue, à vraiment faire des vues architecturales dans lesquelles les copropriétaires vont pouvoir se projeter en se disant « Ah oui, mon bâtiment pourrait ressembler à ça demain ». Donc, c'est un métier presque normal en copropriété, mais adapté, plus pédagogique. Par contre, je vais insister sur l'ingénierie financière, hein, puisque vous avez vu qu'il y avait 3 métiers, ingénierie financière, architecte et ingénieur thermique fluide. Architecte, ingénieur thermique fluide, un métier presque normal en copro, mais avec un peu plus de pédagogie. Par contre, l'ingénierie financière, c'est un métier totalement nouveau, à part. Donc, je vais commencer par rappeler comment on finance une rénovation énergétique. On part du coût global d'une rénovation énergétique et on va regarder quelles sont les différentes aides. On a des aides individuelles, des aides collectives, c'est-à-dire qui bénéficient aux syndicats de copropriétaires, et donc à tout le monde, hein, que les gens aient des hauts niveaux de revenus ou des bas niveaux de revenus, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, ils ont droit à ces aides collectives. Et elles sont redistribuées selon les tantièmes de travaux. Et puis les aides individuelles qui, elles, dépendent de la situation de chacun. Donc aujourd'hui, les aides ont tendance à devenir très majoritairement des aides collectives. On a une nouvelle aide qui s'appelle MaPrimeRénov' Copropriété, qui est relativement simple, qui existe depuis quelques semaines à peine et qui fonctionne bien et qui est très avantageuse. Elle a à la limite qu'un défaut, c'est que comme elle a été créée dans le cadre du plan de relance, on n'est pas sûr qu'elle soit là pour longtemps. Donc si je peux dire une chose, c'est allez-y. La deuxième, c'est les certificats d'économie d'énergie. J'en dirai un mot un petit peu après. Après, il peut y avoir des aides particulières sur certaines collectivités. Paris, par exemple, donne des aides. Ensuite, des aides individuelles, eh bien là, il peut y avoir des bonifications. MaPrimeRénov' Copropriété, qui est une aide collective, elle est un petit peu bonifiée pour les ménages qui ont des revenus modestes ou très modestes. Et puis, les propriétaires bailleurs ont des aides un peu spécifiques, des avantages fiscaux. Et puis ensuite, il y a un reste à charge à payer. Et ce reste à charge, on peut le payer avec son fonds de travaux. Pour être franc, nous, on encourage plutôt à payer les études avec le fonds de travaux parce que souvent, il n'est pas suffisant pour les travaux, avec son épargne, etc. Mais on peut aussi le payer avec des prêts collectifs. Et j'en parlerai un petit peu. MaPrimeRénov' Copropriété, c'est la nouvelle aide phare. C'est une aide. Alors, vous verrez que maintenant, toutes les aides sont faites pour les rénovations globales. On n'encourage plus les rénovations par petits morceaux. Mais pour MaPrimeRénov' Copropriété, il faut faire au moins 35% d'économie d'énergie, ce qui se fait couramment. Hein. Nous, on est à 50% en moyenne. Ensuite, elle correspond à un quart du montant des travaux, avec un plafond quand même. Et puis, elle peut être bonifiée dans certains cas. Il y a une obligation d'être accompagné pour avoir droit à cette aide. C'est un accompagnement qu'on propose, bien sûr. Je ne vais pas entrer dedans en détail. Ensuite, les certificats d'économie d'énergie, qui est une prime qui est versée directement, alors par nous dans certains cas, mais par d'autres éventuellement. Et cette prime, alors elle peut bénéficier pour des travaux isolés. Vous faites seulement une isolation de la toiture, vous faites seulement un changement de chaudière, vous y avez droit, mais elle est fortement bonifiée si vous faites plus de 35% d'économie d'énergie. C'est ce qui s'appelle le coup de pouce certificat d'économie d'énergie. Et puis pour financer
le reste à charge, eh bien, il y a des prêts collectifs. Aujourd'hui, il y a 3 sociétés qui ont le droit de proposer des prêts collectifs. La Caisse d'épargne, qui remplace le prêt que proposait auparavant le Crédit Foncier qui a fermé ses portes. Domo Finance, qui est une société un petit peu moins connue, et nous, qui ne sommes pas une banque, Île-de-France Énergie, on a le droit de proposer des prêts collectifs à condition qu'on ait accompagné la copropriété. Donc, les prêts collectifs, là, comme c'est des choses un peu sensibles, les prêts, je vais décrire le prêt qu'on propose nous, même si les prêts de Domo Finance ou de Caisse d'épargne ont des caractéristiques qui ressemblent. Le principe d'un prêt collectif, c'est que c'est la copropriété qui le vote. Et ensuite, chaque copropriétaire décide ou non d'y participer, selon le montant qui veut, au maximum sa quote-part, mais il peut prendre toute sa quote-part ou une partie. Un copropriétaire qui ne veut pas participer à l'emprunt n'y participe pas. Et il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs. C'est-à-dire que si un copropriétaire ne rembourse pas correctement sa quote-part, eh bien, ce ne sont pas les autres copropriétaires qui sont responsables de la dette de leur voisin. Et ça va nous permettre de faire des prêts à tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est zéro condition d'âge. Un copropriétaire de 92 ans qui vient nous demander un prêt sur 15 ans aura droit à son prêt sur 15 ans parce que cette personne a besoin du prêt et qu'il est hors de question de lui dire bah non, vous allez vous débrouiller parce qu'évidemment que la personne de 92 ans ne se débrouillera pas. Et le prêt, ce n'est pas à 92 ans que c'est compliqué. Hein. Si on demande un prêt personnel, c'est dès 65 ans. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur des cas extrêmes. Et au-delà de l'absence de condition d'âge, pas de condition d'état de santé, et jusqu'à 21 000 euros, aucun non plus critère de capacité de remboursement. On a quelques critères quand même, évidemment. Il faut ne pas être en interdit bancaire et payer correctement ses charges de copropriété. Et on peut même faire des prêts à taux zéro maintenant, à 0%, grâce à l'éco-prêt à taux zéro de l'État. On va aussi, sur le projet, vous faire des simulations financières, c'est-à-dire au fur et à mesure du projet, vous montrez quelle sera votre quote-part, mais votre quote-part nette de subvention. Une fois transformé en un prêt, voilà l'effort que ça vous demande chaque mois. Et une fois qu'on a les économies d'énergie, voilà l'effort qui vous reste. Bon, je vais faire un petit peu vite ensuite. On peut vous proposer des audits. C'est souvent comme ça que commencent les projets. Ensuite, des conceptions, c'est-à-dire concevoir, dessiner le programme de travaux, calculer les quotes-parts et puis faire la consultation des entreprises, c'est-à-dire trouver la meilleure entreprise qui vous convient, celle qui vous fait la meilleure offre. Attention, la meilleure offre, ce n'est pas toujours la moins chère, c'est la meilleure, on parle parfois du mieux disant, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix en quelque sorte. Celle qui vous propose l'offre la moins chère à bon niveau de qualité, c'est quelque chose qui est très important en copropriété parce que les copropriétaires font parfois des consultations qui ne sont pas assez précises avec des offres qu'elles ont du mal à comparer. Je vais m'arrêter ici pour peut-être pouvoir prendre une ou deux questions et simplement préciser qu'aujourd'hui, on travaille pour 72 copropriétés, c'est-à-dire plus de 11 000 logements. Tu avais noté qu'il y avait quelques questions pour toi. Alors non, je n'ai pas noté. En fait, c'est dans le chat. Il y avait David Rodriguez qui voulait justement qu'on… Alors, je pense que j'ai répondu à ces questions. Tu as répondu. Habiter mieux sérénité, c'est fini en copropriété. D'accord. Maintenant, c'est MaPrimeRénov' Copro. Très bien. Une aide aux copropriétaires avec une bonification pour les ménages à revenu modeste ou très modeste. D'accord. Et on peut cumuler la prime rénov' avec les CE, les deux éligibles en même temps. Oui. On peut. Voilà. C'était aussi la question. Alors, cela n'existe qu'en Île-de-France, non dans la moitié des régions. En Hauts-de-France, on a une société équivalente, plutôt Hauts-de-France Énergie, en Nouvelle-Aquitaine, en Grand Est, et il s'en crée en Centre-Val de Loire et en Occitanie. D'accord. La VMC est obligatoire avec la rénovation énergétique. Ne perd-on pas le bénéfice de confort chaud-froid? Non, parce que la VMC, la plupart des bâtiments sont des bâtiments qui sont déjà en ventilation naturelle. En fait, la rénovation énergétique va vous faire beaucoup gagner, pour peu qu'elle soit bien conçue, aussi en confort d'été, parce qu'en ventilation naturelle, vous renouvelez déjà de l'air. Mais en ventilation naturelle, vous renouvelez une quantité qui n'est pas maîtrisée. Et quand il y a des forts écarts de température entre dedans et dehors, vous allez trop renouveler. Et donc, ça veut dire que quand vous êtes en ventilation naturelle, vous allez faire, quand il fait très froid ou très chaud, renouveler trop d'air et donc gaspiller du confort ou de l'énergie. Alors, quand on fait une rénovation énergétique, on va contrôler le renouvellement d'air pour renouveler tout ce qu'il faut et que ce qu'il faut. Il y en a certains qui se demandent comment vous vous rémunérez. Alors, en honoraires.
Ben voilà, puisque on est en modèle d'entreprise. Alors, c'est vrai que comme on est en entreprise publique, ça Oui. peut surprendre, mais on est une entreprise à capital public. Mais on est une entreprise qui se rémunère un peu normalement. Quand on fait les audits, on se rémunère par des honoraires d'audit. Quand on fait de la conception de travaux, on se rémunère ou de la réalisation des travaux en honoraires. D'accord. Alors, attends, je regarde s'il y avait Est-ce d'autres qu'on questions. s'engage? On peut s'engager en option si la copropriété le demande. Est-ce qu'on peut s'engager sur les économies d'énergie? D'accord. Alors après, sinon, il y avait des questions. Oui, bah là, on a répondu à toutes vos questions sur le financement. Il y avait des questions qu'on nous avait posées en amont de la présentation qui nous demandaient, par exemple, on avait Gisèle Barrault qui nous demandait les copropriétés bénéficient-elles d'aides comme les particuliers pour la mise aux normes énergétiques? Donc, bon, bah, là, on a vu qu'on avait des aides spécifiques pour les copropriétés. Voilà. Hein, donc, Question courte, Coprosan. Alors, Coprosan, c'est le même modèle que Coprosan, ce qu'on propose. Coprosan, c'est le produit du crédit foncier qui a été oui. repris par la Caisse d'épargne. Anne-Marc dit pas de bol pour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, effectivement, écrivez à votre président de région en disant comment ça, mais vous ne m'avez pas créé une société de tiers-financement de la rénovation énergétique. Et les primes sont-elles variables s'il y a des logements sociaux dans la copropriété? Non. C'est ce qu'on appelle les copropriétés mixtes. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on en fait énormément. On a énormément de demandes de copropriétés mixtes. Non, les aides sont les mêmes. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on est en copropriété avec peu de logements. Quand il y a moins de 75% de logements, là, on peut perdre certaines aides. Mais s'il y a des logements sociaux, ça ne change rien. Vos aides ne sont pas réduites pour autant. Donc voilà, donc on a le. Madame Marc dit que Caisse d'épargne prévoyait de supprimer le coprosan. Je ne sais pas quel mot dit ça, mais ce n'est pas le cas du tout. Ah oui, non, il ne faut pas dire des choses qui sont. Hein, non, attention, Ouais. là, attention à ce qu'on raconte là. Je ne sais pas quel mot aurait dit ça. Mais non, voilà. Donc voilà, vous avez les contacts, les téléphones, les emails. De toute façon, on va vous redonner tout ça, bien évidemment. Alors, tous nos intervenants de ce soir, vous l'avez compris, ce sont aussi les partenaires de monimmeuble.com. Donc, vous les retrouvez aussi dans les pages de mon immeuble, leur actualité. Vous pouvez les voir en interview. Parce qu'on a Raphaël qu'on a interviewé la semaine dernière et vous verrez d'autres partenaires aussi régulièrement dans ces rendez-vous copro. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. On renverra ça à nos partenaires. Et puis, si vous avez besoin pour vos copropriétés, d'avoir un diagnostic, d'avoir un devis, d'avoir un avis, tout bêtement, voilà, vous avez des entreprises qualifiées, performantes, qui ont des références, de belles références, et qui sont à votre disposition. Alors, donc, on en a perdu quelques-uns entre-temps. Donc, Raphaël, si tu veux partir, je t'en prie. Voilà, on te remercie infiniment. On a perdu Eric aussi qui est parti. Ali, donc tu restais jusqu'au bout. On te remercie beaucoup. Voilà. Voilà. Et puis bon. Merci à vous. Et puis je pense qu'on fera prochainement une interview aussi avec toi. Donc tu nous donneras aussi plus d'explications un petit peu sur ce que tu mets en place pour les copropriétés. Tu as des contrats aussi d'entretien, des choses comme ça. On n'a pas vu tout ça aujourd'hui, mais bon, ça sera intéressant d'en reparler. Frédéric, tu n'as pas beaucoup parlé. Est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion Non, parce que ce soir, c'est effectivement très technique. Oui. Les gens attendaient surtout des solutions techniques. Entre ce qui se passe en copropriété, je l'ai dit très brièvement, etc. Donc, ça se vote en Assemblée générale. J'ai cité les textes où, effectivement, vous avez des diagnostics, des DPE qui doivent être réalisés ou des audits énergétiques avec des plans pluriannuels de travaux. Donc, il y a des obligations. Bon, si les gens ont des questions par rapport à ces obligations, est-ce que les syndics ont l'obligation de le mettre à l'ordre du jour, quelle majorité, etc., etc. Donc, alors c'est peut-être la transition vers la fin, mais je prends un rôle qui n'est sûrement pas le mien, c'est de rappeler que le jeudi, nous avons donc des permanences téléphoniques. Et effectivement, alors bon, les gens m'appellent, mais pour des questions juridiques pour le coup, et pour les questions techniques, bon, il y a des partenaires. Ce soir. Tout à fait. Donc voilà, donc tu fais bien de le rappeler parce que je crois qu'on ne l'a pas beaucoup dit ce soir. Mais il va y avoir bientôt un atelier juridique, hein, donc tu seras à la vedette. Donc
Oui, enfin, c'est pas le but. Hein. Donc voilà, ça va, voilà. Sur un terrain un peu connu, là, en l'occurrence sur les aspects. Bah oui, tu es un peu en difficulté, c'est pas tout à fait ton sujet. Ah, Mais c'est pas pas... du tout. Oui, bah du tout. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, tu nous as fait le plaisir d'être là, de participer. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc, effectivement, nos abonnés, Club AMI+, Club AMI Pro, eh ben, ont la possibilité de poser des questions à Frédéric sur des questions. Hein, et les questions qui me sont répercutées. Oui, des questions qui te sont répercutées dans la mesure du possible, oui, c'est sûr. Parce qu'ils nous les envoient et après, nous, on te les renvoie. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait simplement, c'est de vérifier que la personne est bien toujours abonnée, qu'elle est bien à jour de son abonnement et que la question est bien formulée et qu'elle a bien mis son numéro de téléphone pour que tu puisses la rappeler et qu'il y a toutes les coordonnées, etc. Voilà, donc après, toi, tu rappelles et alors, on a principalement des questions de particuliers, mais ça arrive que des gens qui ont des fonctions de syndic, etc., posent des questions, ça peut arriver aussi. Voilà. Oui, alors quand on dit questions, c'est des questions de tout type, hein, juridiques, mais toujours concernant la copropriété, et que ce soit des questions de particuliers ou de professionnels, de gestionnaires de copropriété, de syndic. On en a quelquefois aussi lors de nos ateliers qui sont là et qui nous posent de très bonnes questions très, très pertinentes. Donc voilà. Donc, si vous avez été content de ce rendez-vous copro, si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, si on a répondu à vos questions, si c'est une formule qui vous plaît bien, dites-le nous, c'est important, faites-nous des commentaires, dites-le nous ce soir, dites-le nous par mail. Voilà, c'est important pour nous aussi de faire venir le plus de monde possible. Donc, si on arrive à montrer que vous êtes content, d'autres viendront parce qu'ils se disent il y a des gens contents, donc on va venir aussi. Donc, c'est important. Et si vous avez des questions particulières, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne ou qu'on fasse intervenir nos partenaires, et c'est aussi important qu'on puisse tenir compte de vos suggestions. Voilà, donc moi j'ai une dérogation pour rentrer chez moi parce que je crois que je ne vais pas arriver avant 20h. Ça, c'est clair que je ne serai pas là. Frédéric, je crois que tu ne seras pas là non plus chez toi avant 20h. Oui, 19h40, non, ça sera pas le couvre-feu, mon Dieu. Bon, voilà. Un atelier juridique sur la garde à vue dans 15 jours, quoi. Oh mon Dieu. Tu vas rester au poste, on va te garder. On verra si les cellules sont bien isolées. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu présent ce soir, d'avoir été nombreux, toujours plus nombreux. C'est un effort que vous fournissez parce qu'il faut encore être en visio un peu plus tard le soir et avec tout ce que ça comporte. Donc, on en est conscient, on en est aussi très, très, très reconnaissant. Et voilà, on a beaucoup de satisfaction et ça fait plaisir. Merci pour tout. Voilà. Françoise qui est là, Françoise Mallet qui dit oui, je confirme, j'ai déjà utilisé les services de Maître Drouard. Ça te dit quelque chose, Frédéric? Elle n'a pas dit si elle en avait été satisfaite. Elle les a utilisés. Ah, elle n'a pas dit. Elle a dit merci pour tout. Donc j'imagine que c'est aussi pour. Merci pour tout. Ça veut dire aussi pour ce que tu as fait pour elle, j'imagine. Oui, non, mais non. Voilà, tout le monde est content. Ouais. Donc on a beaucoup de satisfaction de toutes parts. Ouais. Bon, ça nous motive à continuer. Voilà, ça nous donne de l'élan, ça nous donne de la force. Et en ce début d'année 2021, nous en avons tous vraiment besoin de votre soutien et de votre fidélité. Voilà, merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très vite dans les pages de mon immeuble. Et puis, lors du prochain atelier. Alors, j'ai plus la date. Tu l'as la date, toi, Frédéric? Non, toi non plus. Oui, alors. Ah, tu l'as voilà, si tu peux nous annoncer ça. L'atelier a lieu le 20 janvier. Et ben voilà. Donc, la thématique est le syndic, désignation, contrat type et rémunération. Voilà. Oh là là. Alors là, voilà. Oui, très bien. Donc, on va parler du contrat de syndic. Attention là, hein, dans les starting blocks, soyez prêts. Si vous avez les questions, c'est maintenant qu'il faut vous enregistrer. Hein, n'attendez pas. Et puis rejoignez-nous, bien sûr. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, j'arrête tout. Ça y est, on éteint les lumières. C'est fini. C'est terminé. Voilà, merci à tous. Oui. Voilà, donc on va. Bon, c'est très bien. Bonne soirée. Allez, j'arrête tout. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, Raphaël. Bye bye. Et merci encore à tous pour vos questions. Oh, il y en a même qui me font des bisous. C'est trop mimi.
c'est trop mignon. Voilà. D'accord. Bon, bah super. Allez, si vous avez besoin d'avoir des informations pour les abonnements et tout ça, et bah, vous nous appelez demain, appelez-nous, puis on verra ça ensemble. Hein. On vous expliquera comment ça marche. Le mieux, c'est encore le contact humain. Voilà. Allez, au revoir.